J'ai une phrase que j'adore. C'est une phrase magnifique d'Emmanuel Levinas qui dit « Le plus court chemin vers soi passe par les autres ». Alors c'est très vrai, mais on peut dire tout aussi véridiquement l'inverse. C'est-à-dire que je pense que les plus courts chemins vers les autres passent par soi aussi. Et qu'il faut faire le chemin dans les deux sens, quoi. Matryoshka. Comment comprendre le monde qui nous entoure et est-on vraiment à même de saisir la réalité qu'on est en train de vivre? Notre Matryoshka aujourd'hui est romancier, scénariste et réalisateur. C'est Emmanuel Carrère et il nous éclaire sur le rapport qu'entretient l'écrivain avec le réel. Il sait raconter des histoires, Emmanuel Carrère, mais pas seulement. Il sait aussi la vertu des histoires, il sait leur pouvoir. Et dans ces temps de grande mutation, il sait que la narration qu'on utilise pour raconter la réalité façonne par là même cette réalité. Alors il va nous aider à voir les choses autrement, de plus haut, et il va partager avec nous ce qui lui a été transmis par les siens, lui dont la mère est Hélène Carrère d'Encausse, historienne d'origine russe, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Je suis un bon produit de la transmission, c'est-à-dire j'ai en gros fait comme il m'a été appris à faire, j'ai pas fait énormément de pas de côté, au moins dans les modes d'expression. Ce que j'ai exprimé, ça pouvait être différent. Devenir écrivain, je pense qu'il n'y avait rien qui pouvait plaire davantage à mes parents et à ma mère au premier chef. Ce que je transmets est en grande partie ce qu'on m'a transmis, quoi. Je veux dire, il y a un côté passage de relais, en partie. Comment est-ce qu'on définit à un moment son propre territoire? Est-ce qu'à un moment, vous êtes rentré en littérature pour commencer à décrire votre propre monde? Est-ce que c'est aussi une façon de digérer le réel? C'est une façon... Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est un mode d'existence. C'est une activité qui informe tout votre rapport au réel, je veux dire tout votre rapport au monde. Heureusement, j'ai pu en faire un métier, ce qui est ça un privilège, mais ça n'est pas qu'un métier. C'est à l'origine, ça n'est la pulsion qui fait écrire. Je ne pense pas que ça soit avant tout un métier. C'est quoi, c'est ça? C'est quoi? Oui, ça répond à quoi? Vous voulez que je m'abrite derrière une autorité plus grande, mais qu'on va commenter? Allez-y. J'ai lu il n'y a pas longtemps un article formidable de George Orwell qui s'appelle « Pourquoi j'écris ». Et Orwell, il dénombre 4 moteurs. Le premier, il appelle ça « sheer égoïsme », l'égoïsme pur et simple. Mais bon, on peut dire c'est la vanité, c'est le désir d'être important, c'est le désir d'être lu, éventuellement par la postérité, le désir, je ne sais pas, de prendre sa revanche sur les brutes qui vous tapaient dessus à la récré quand on était un petit à lunettes, ce que sont souvent les écrivains, enfin je parle pour moi. Donc il y a ça. Ensuite, il dit « aesthetic purpose », c'est-à-dire, au fond, on peut dire le goût de bien combiner des mots, des phrases, de faire quelque chose qui fonctionne, de faire quelque chose qui soit beau, enfin, au fond, le goût du travail bien fait. Ensuite, il dit « political purpose », c'est-à-dire le désir de changer le monde ou de manifester sa colère devant une injustice, devant un mensonge, des choses comme ça. Et enfin, il dit historical purpose. Et historical purpose, il entend ça dans un sens très large et que je trouve très beau et c'est très important, qui est au fond le désir de voir les choses de plus haut, de comprendre le monde, d'avoir une espèce de vue plus large des choses, de compréhension, de choses comme ça. Ces 4 composantes existent chez tous les écrivains, certainement, mais dans des proportions différentes. Chez Orwell, par exemple, la visée politique était, je pense que la visée politique et le goût de la beauté, de bien faire était très grand. Moi, hélas, je dois dire que la visée politique est assez faible. Ça se partage plutôt entre les 3 autres. Et je pense qu'il y a 2 choses que ne mentionne pas Orwell. C'est savoir ce qui se passe dans la tête des autres et savoir ce qui se passe dans sa tête à soi. Donc l'humain. Bien vu. C'est un peu, comme vous voyez, comme un attelage de 2 chevaux qui quelquefois tirent chacun de leur côté, enfin qu'on n'est pas obligé, qu'on n'arrive pas toujours à mettre ensemble, mais moi j'ai l'impression que c'est ça qui me fait avancer. On est dans un monde aujourd'hui parfois clivé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez partager de votre façon de penser les choses? Cette capacité que vous avez de montrer que les choses ne sont pas forcément uniquement ce qu'elles sont. Alors moi je sais que j'ai un trait de pensée
qui est ambivalent, quoi, qui a une qualité ou un défaut. C'est-à-dire une très grande capacité d'entrer dans les raisons d'autrui. Ce qui s'appelle aussi être de l'avis du dernier qui a parlé. Ça m'empêche beaucoup d'avoir des convictions, mais c'est, je pense, plutôt une qualité dans le travail que je fais, c'est d'essayer de comprendre des raisons même qui peuvent m'être très opposées, très différentes. Lorsque vous écrivez, est-ce qu'il y a d'autres écrivains qui vous aident, comme si l'écriture était un mouvement, à engager une inertie? Pérec a tenu ce rôle pour moi. Pérec a tenu ce rôle, vraiment. Je suis même allé dans la maison d'édition où je suis encore 35 ans après, parce que c'était la maison d'édition de Pérec, POL. Nos lieux de départ sont totalement différents, mais j'ai toujours eu une espèce d'impression très fraternelle, quoi, avec Pérec. Il y avait quoi? Il y a un livre de Pérec comme ça qui s'appelle W ou le souvenir d'enfance, qui est constitué de deux choses. De la transcription ou la reconstitution d'un roman qu'il avait écrit quand il était petit, quand il avait 12 ou 13 ans, qui était une espèce de roman qui montrait une sorte d'utopie, de ville, d'île dans lequel vivait un groupe social, un truc comme ça, qui s'adonnait au sport à un niveau olympique. Mais enfin, c'est présenté pratiquement en réalité comme un camp de concentration. Et en même temps, il y a une espèce de récit incroyablement nu et pauvre, puisque exempt de tout effet de littérature, où il essaie de reconstituer ce qu'il peut savoir de sa famille qui a été déportée. C'est dans l'action des deux, dans la façon dont qu'il essaye de prendre en tenaille quelque chose qui est absolument indicible. Et cette façon de faire, qui rend ce livre extraordinairement poignant et même vertigineux. J'ai compris un jour que c'était ma façon de faire, qui est d'ailleurs quelque chose qui a à voir avec la psychanalyse et avec le principe de base de la psychanalyse, c'est que si vous parlez de deux choses en disant qu'elles n'ont rien à voir, ça veut dire qu'elles ont absolument à voir. Et que c'est là que ça se passe. Donc cette espèce d'idée d'articuler ensemble des choses qui a priori n'ont rien à voir. Enfin, j'ai l'impression que j'ai beaucoup fait ça et que c'est notamment de Pérec chez Pérec que je l'ai compris. Matrioshka. Savoir ce qui se passe dans la tête des autres et dans la sienne. Savoir mettre en tenaille deux choses qui n'ont rien à voir a priori. Emmanuel Carrère écrit donc toujours avec une sorte de mise en tension de deux réalités en même temps. Et il leur donne de ce fait une autre lecture, un autre éclairage. Mais au-delà de ce qui est-ce que l'écrivain aide aussi à comprendre ce qui advient? Et peut-il aider à mieux décrypter le monde qui se dessine? Écoutez tout de suite Emmanuel Carrère partager avec nous ce qu'il perçoit. Je pense que c'est une des plus grandes révolutions de civilisation qui ait sans doute existé. C'est la révolution numérique, c'est tout. Je veux dire, le reste, la mondialisation, c'est des conséquences. Mais je veux dire, c'est une révolution plus importante que l'imprimerie, plus importante que la Renaissance. C'est un truc gigantesque. Et c'est pour ça d'ailleurs que la transmission actuellement, elle est quasiment impossible. Vous croyez ça? Ah oui, moi je crois. J'ai 3 enfants. J'ai 2 fils qui ont 31 et 29 ans. J'ai une fille qui a 13 ans. Mes fils, ils ont, au fond, je leur ai refilé tout ce que je connaissais. Livres, films, trucs comme ça. Ça fait entièrement partie d'eux. Eux, ils m'ont donné autant dans l'autre sens, mais on est absolument dans le même monde. Ma fille, on s'adore, mais on ne vit pas du tout dans le même monde. Je dirais, elle vit dans le monde qui est absolument celui d'aujourd'hui, qui, je pense vraiment, on est à l'espèce de bord qui est entre deux mondes. Ensuite, je veux dire, sera entièrement passé dans l'autre monde, dont je ne dis pas qu'il est bien ou mal, hein, il est, c'est tout. Ce qui fait que la transmission, elle ne peut plus se faire d'amont en aval, là. Elle peut éventuellement se faire en sens inverse, on peut essayer d'apprendre un peu quelque chose des petits, mais vous l'avez interviewé à la fin de sa vie, Michel Serres, il disait ça avec bonhomie et gentillesse et avec l'accent du Sud-Ouest, mais il disait ça. Et il l'a très bien dit, justement, au rebours de tous les penseurs très estimables, mais qui disent « Ah, oh là là, les gens lisent plus, ils savent plus parler, ceci, cela, c'est bien triste. » Michel Serres, il disait « Non, la question n'est pas du tout là, il se passe quelque chose de beaucoup plus important que ça. » Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça, mais je pense que c'est un truc
absolument énorme, quoi, le changement de civilisation qui se produit depuis 25 ans, quoi, à peu près. Et qui a été tellement énorme qu'on ne le voit presque pas. Je veux dire, là on a un truc qui est très difficile à penser, même, tout simplement. Et même les gens qui l'ont fait, ils ne l'ont pas vraiment prévu. Je ne suis pas du tout en train de tenir, vous voyez, un discours du genre « Oh là là, c'est pas bien, c'est triste, non, je trouve ça... Voilà, je suis juste de la génération d'avant, ce qui fait que j'ai un rapport très traînard à ça, quoi. Puis je veux dire, voilà, j'aurais fait ma vie sans ça, j'irais jusqu'à la fin de ma vie, je veux dire, avec un usage minime. Bien sûr que je me sers de tout ça, mais ça n'a pas conformé mon cerveau. Dick aussi a très bien... Enfin, là, il y a quelque chose d'assez... Lui, il avait vu venir un peu quelque chose comme ça. Par rapport à Philippe Cadic, qu'est-ce qu'on retrouve chez lui? C'est surtout une représentation du monde, quoi. C'est une façon de montrer, et quand il a commencé à le faire dans les années 60, au fond, ce monde qu'il décrivait, ce que se sont mis à décrire ensuite toute la culture populaire, Matrix, de Truman Show, une grande partie de ces trucs-là, quoi. Ça vient de Dick. Nos façons de penser, nos façons d'exister sont affectées par quelque chose qui est une espèce de désagrégation du réel, quoi. Expliquez-moi ça. J'ai lu il n'y a pas longtemps une phrase qui m'a laissé songeur de Elon Musk, le fondateur de Tesla, qui disait « Les chances que nous soyons dans la réalité de base sont de moins d'1 sur 1 million ». Et je trouve cette phrase, elle est très dickienne. Ouais, on s'est mis à vivre dans le monde de Dick. Les chances que nous soyons dans une réalité de base seraient donc minimes. Que ce soit un auteur de science-fiction comme Philippe Cadic qui le pense ou qui l'écrive, d'accord. Mais que ce soit un ingénieur comme Elon Musk qui le dise, ça laisse quand même assez songeur. Alors face à ce que Emmanuel Carrère décrit là comme une désagrégation du réel probable, que faut-il faire? Bien, ce qu'il nous propose, c'est de s'appuyer sur des histoires pour raconter par métaphore ce qui se passe. Et ce, pour comprendre le monde, pour l'accepter, pour se l'approprier, car transmettre des histoires, c'est donner forme au réel. Matrioshka. C'est une histoire hassidique, vous la connaissez peut-être. Le Baal Shem Tov, qui était le fondateur du mouvement hassidique, ça se passe donc dans une bourgade d'Ukraine à la fin du XVIIIe siècle. S'il y a un moment où il avait besoin d'être un peu inspiré par Dieu, il allait dans la forêt, seul, il allait dans un endroit précis, que lui seul connaissait. Il faisait un feu, il disait une prière, et il revenait toujours toujours vraiment inspiré. Et puis, il est mort. Un autre rabbi, je ne sais pas comment, lui succède. Il dit, bon, je ne sais pas faire le feu, mais je sais où est l'endroit dans la forêt, et puis je dis la prière, et il revient quand même toujours en disant des choses inspirées par Dieu. Et puis, il meurt. Il y en a encore un qui prend la succession à la tête de la communauté. Cette prière secrète, elle s'est perdue. On n'a plus le feu, on ne connaît plus la prière, mais on connaît l'endroit encore dans la forêt où allait le Baal Shem Tov, donc je peux encore y aller. Et puis, il meurt. Et puis le suivant, en plus c'est une période, c'est les débuts du 19e, c'est une période de très grands troubles, et il est un moment emprisonné par la police du tsar pour une conspiration, tout ça, et donc il connaît même plus l'endroit dans la forêt, et donc il dit, on ne connaît plus la prière, on ne sait plus faire le feu, on ne connaît plus l'endroit dans la forêt, mais on connaît encore l'histoire, et donc ça va. Et moi, je pense que le truc, on peut connaître encore l'histoire. Des livres, il n'y en aura peut-être plus. Mais l'histoire, on en a besoin. Qu'il y ait une histoire qui permette de vivre, ça, j'y crois. Raconter des histoires, ça veut dire d'une certaine façon s'échapper du réel? Non. Ah non, c'est pas s'échapper du réel. Enfin, ça peut être aussi s'échapper du réel. Mais avant tout, non, c'est donner forme au réel, c'est faire une narration du réel. C'est faire une narration de ce qu'on est. Matrioshka. La transmission peut être vide aussi. Il y a une histoire comme ça que je trouve assez marrante.
c'est une dame qui est en train de... Enfin, elle fait un gigot. Et donc, elle met, avant de mettre le gigot au four, elle en coupe un quart à peu près, qu'elle met à la poubelle. Et sa fille dit, mais ça fait... Attends, je t'ai toujours vu faire ça. Au fond, pourquoi tu fais ça? Elle dit, bah, attends, c'est une recette dans la famille, le gigot est meilleur comme ça. C'est ta grand-mère qui me l'a appris. Et puis un jour, la grand-mère vient. Pourquoi tu fais le gigot, tu coupes le... Tu sais, non, c'est comme ça, c'est dans notre famille, on le fait. Et j'ai dit, on a la recette, non, on fait un meilleur gigot que les autres. C'est vraiment un très, très, très bon gigot. Mais tu le tiens d'où? Ben, je le tiens de ma mère, ton arrière-grand-mère, et il se trouve que l'arrière-grand-mère est toujours en vie. Alors, on va voir l'arrière-grand-mère à la maison de retraite. La fille, qui quand même ne lâche pas l'affaire, dit, mais ça vient d'où, cette histoire de faire de couper un quart du gigot? Elle dit, ah ouais, c'est bête, mais le plat que j'avais était trop petit, et donc j'étais obligé de couper, mais un jour, finalement, j'en ai racheté un grand, mais évidemment, bon, tu avais quitté la maison. Je pense qu'il y a pas mal de transmissions qui se font comme ça. On transmet beaucoup d'âneries, hein, quand même. D'âneries, ou simplement de trucs enquistés, de trucs qui n'ont plus, ou qui en ont une, et qui n'ont plus aucune raison d'être, enfin, c'est pas le cas de tout, hein, mais il faut quand même compter avec ce type de transmission, et ce type de transmission-là, il faut quand même essayer de s'en affranchir un peu. Il faut mener l'enquête sur l'origine de la découpe du gigot. Emmanuelle Carrère croit donc beaucoup aux histoires, car chacune transmet autre chose que ce qu'elle raconte. Un sens complémentaire, un sens caché, une orientation, une interrogation. Comme celle par exemple de son ami Pierre Pachet, qui était universitaire et écrivain remarquable, qui lui a légué cette histoire, cette énigme. Matrioshka. La veille de sa mort, il m'a raconté une histoire. C'est une jeune fille qui est la fille d'un riche marchand de Bagdad, mettons, et elle a 3 prétendants. Et puis, elle meurt. Alors, des 3 prétendants, le premier s'enferme dans une maison, il mure les portes et les fenêtres, et il reste à pleurer, pleurer, pleurer. Le second organise les rites, les obsèques, tout ça. Il fait tout très bien. Et le troisième part en voyage. Il part au bout du monde. Et puis il arrive dans une petite ville au bout du monde, il arrive dans une maison comme ça, et il y a un petit garçon, et le petit garçon meurt. Et quelqu'un va chercher une magicienne dans la forêt, qui revient, qui dit une formule, et qui ressuscite le petit garçon. Alors là, le prétendant voyageur refait le voyage en sens inverse, il revient avec sa formule, et elle ressuscite. Mais maintenant, se pose la question de savoir à qui le père va donner la main de sa fille. Ce qui est très curieux, c'est que Pierre me dit « T'en penses quoi, toi ?» Mais comme s'il me posait une question super importante. Comme s'il fallait choisir. Ouais, comme si, là... il y a un truc qui se joue dans ce que tu vas répondre. Et j'ai répondu, il me semble, comme beaucoup de gens répondraient, plutôt le prétendant voyageur qui, à la fois, a été efficace puisqu'il l'a... Et puis en plus, il a fait le choix de partir au loin, voilà, le choix de l'aventure, quoi, le choix qui serait aussi le choix que ferait l'Évangile, un truc comme ça, voilà. Pierre Pachet me dit... Ton choix est pas mal, mais c'est pas la fin de l'histoire. Celui qui a fait les obsèques, la crémation, tout ça, a agi comme un fils et comme un bon fils. Celui qui est parti trouver la formule pour la ressusciter a agi comme un père. Et celui qui s'est enfermé pour pleurer toutes les larmes de son corps dans la maison, a agi comme un amant. Et c'est à lui que le père donne sa fille. Vous avez reçu quoi à ce moment-là de cette histoire? J'ai pas reçu grand-chose de l'histoire elle-même. Je me souviens de l'espèce de mordant sarcastique et énigmatique de Pierre la livrant. Comme s'il m'avait laissé une énigme. Tiens, je te perds. Tiens, dans les dents, et vois ce que tu vas faire avec. Et une histoire, ça peut être ça. Finalement, face aux différentes épreuves, la solution, c'est de raconter des histoires. Ouais. Je pense que tant qu'il y a humanité, il y a besoin d'une histoire.
Et que ça peut se transmettre. Quand il n'y a plus rien à transmettre, il y a une histoire qui se transmet. Parce qu'une histoire, ça permet quoi en fait? Il y a quoi dans cette valise? Une histoire, ça fait que ce qu'on vit, cette chose totalement chaotique, douloureuse, incompréhensible, c'est peut-être exagéré de dire qu'elle prend un sens, mais elle rentre dans une histoire. C'est même pas qu'elle est vivable, c'est juste qu'elle est communicable, qu'elle est transmissible justement. C'est-à-dire, c'est à peu près, c'est la seule chose qu'on puisse transmettre. L'histoire, c'est une sorte d'exemple finalement. C'est ce qui fait qu'un être humain peut parler à un autre. Il lui raconte son histoire. Plus ou moins. J'aimerais vous poser une question dans cette perspective de qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants aujourd'hui. Par rapport au monde qui inquiète, qu'est-ce que vous leur dites? Leur dire, écoutez, vous inquiétez pas, ça va aller. Est-ce que ce monde qui change tant, est-ce que par exemple, vous sentez qu'il faut continuer de l'écrire pour accompagner et continuer à lui donner forme? Je me sens certainement la personne la plus mal placée pour donner des conseils de sagesse dans la vie. Hein. Je vais avoir l'air d'un mec qui n'a aucune pensée personnelle si je vous fais une citation. Allez-y. Je suis tombé sur ça. Sur ça, c'est un truc d'un gnostique du IIIe siècle, peu connu, donc, qui dit « Si tu fais advenir ce qui est en toi, ce que tu auras fait advenir te sauvera. Si tu ne fais pas advenir ce qui est en toi, ce que tu n'auras pas fait advenir te perdra. » C'est pas mal de faire advenir ce qui est en soi, surtout quand on s'appuie sur ce que nous ont transmis les autres. Emmanuel Carrère a su ainsi partager de nombreuses histoires et de nombreuses citations pour nous transmettre ce que lui-même avait reçu. Alors faisons comme lui, faites comme lui, partagez avec les autres un maximum d'histoires. D'ailleurs, est-ce que vous en avez des histoires à nous transmettre? Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous les envoyer et à les écrire dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour être les premiers à recevoir nos prochaines vidéos Matryoshka. Mais ça, c'est une autre histoire. À très vite. Matryoshka.